ta famille, Anthony. Alors, qu'est-ce que tu es devenu depuis la création du Monde Bleu? Depuis toutes ces années, il faut savoir que maintenant ça fait 10 ans déjà que je suis dans le monde du handicap. Vous pouvez entendre Pierre qui est avec moi aujourd'hui. Oui, qu'on verra après. Hein. On verra après. Depuis ces 10 années, le Monde Bleu a été dissous en 2022 quand j'ai changé de travail. Et derrière, j'ai fondé avec mon ami le docteur Aurélie Costé-Mogenet un regroupement médical qui s'appelle Tous Ensemble Angle 71. Nous avons un site internet, vous avez juste à taper Tous Ensemble Angle 71 sur Google et vous trouverez justement toutes les personnes qui font partie de ce regroupement. Et je tenais encore à les remercier sincèrement d'avoir voulu qu'on fasse ce regroupement, parce qu'il faut savoir que c'est des bénévoles, hein. On est tous bénévoles dans ce regroupement et elles sont là pour pouvoir aider les familles qui ont des enfants, ados, adultes atteints de troubles du spectre autistique ou d'autres handicaps. Je suis membre... Alors ça c'est en Bresse, hein. C'est en Bresse, oui, c'est dans la Bresse chalonnaise. Et il faut savoir aussi que depuis, je suis devenu conseiller national consultatif des personnes handicapées. J'ai été élu à la commission éducation il y a déjà 2 ans, j'attaque ma 3e année. Je suis représentant auprès de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et auprès du Centre de Bourgogne-Franche-Comté. Je fais partie du conseil d'orientation stratégique. Ça fait déjà un petit moment et j'en suis très content de faire partie de tout ça. L'idée, c'est de pouvoir vous représenter, vous dire les choses qui se passent concernant le handicap, concernant l'autisme. Et là, depuis quelques temps, je fais beaucoup de réunions et je continue toujours mes sensibilisations, mes formations, mais vous ne me voyez plus dans les médias. Pas que j'en ai pas envie, c'est que on m'a vu la dernière fois faire une sensibilisation auprès de la caserne des pompiers de Charnoz-sur-Saône et je tenais à les remercier parce qu'ils m'ont super bien accueilli. Pierre, il est venu avec moi lors d'une session de sensibilisation. Ça s'est très très bien passé. Ils ont très apprécié cette sensibilisation. C'est plus une sensibilisation, c'est pas de la formation. Et je continue ça. C'est pas que j'ai pas envie d'être dans les médias ni quoi que ce soit, c'est que je me dis que à force de continuer de me mettre en avant, vous prenez toujours des cartouches derrière par des personnes qui sont dans le même monde que vous, qui ont des associations et qui disent que ce que je fais, ça sert à rien et tout ça. Donc moi, aujourd'hui, les médias, c'est à minima. Et voilà, aujourd'hui, là, si je suis venu là aujourd'hui, c'est pour alerter sur les choses qui vont arriver. Et là, les associations commencent à se mettre tous ensemble pour alerter justement par rapport à la situation qui va arriver dans les prochains mois, en espérant que ça n'arrive pas. Alors c'est par rapport bien sûr au budget, hein, voilà. Qui n'est pas abouti, il y a des amendements, des contre-amendements, enfin on ne sait pas s'il ira jusqu'au bout, enfin c'est le flou total et la pétodoire totale, mais quand même les signes qu'on voit, c'est faire des économies. Et ces économies vont toucher aussi les personnes handicapées. Oui. Donc tu peux nous parler un petit peu de ça. Handicapés, donc autistes, mais tout. Alors il faut savoir que là en ce moment, l'Assemblée nationale, j'ai vu une vidéo qui avait été diffusée et que j'ai même reçue de monsieur le député, monsieur François Ruffin, qui parlait du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il faut savoir que dans ce projet de loi, il y a beaucoup de choses qui concernent le handicap. Si vous voulez voir ce projet de loi, il est sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller le voir. Et il y a les articles, et je crois que l'article concernant le handicap, ça doit être les articles 54, 55. Moi, j'ai pu le lire. Je peux vous dire que si ce projet de loi aboutit, il va y avoir des répercussions qui risquent d'être, pour moi, un peu sévères. On est en train de taper sur les personnes qui... on ne doit pas taper, parce que honnêtement, moi je suis parent proche aidant, travaillant, je suis le papa d'un enfant autiste sévère, je me suis investi dans l'autisme depuis maintenant plus de 10 ans. Pendant mon parcours, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui sont devenues des amis, comme le docteur Djea Saravan, qui est médecin somaticien spécialisé dans les douleurs somatiques. J'ai pu rencontrer Laurent Savard, qui est comédien et écrivain, qui fait son spectacle qui s'appelle Le Bal de Pompiers et qui continue à faire son spectacle partout en France. Et c'est un ami aussi, Tristan Yvon, qui est président de l'association Aide Autiste, avec qui on échange régulièrement et j'espère qu'on va refaire des événements ensemble. Je fais partie de son association. Daoud Tatou et Stéphane Benamou, Stéphane Benamou qui est le fondateur de l'association Silence des Justes,
Daoud Tatou qui fait partie du Silence des Justes, avec qui j'échange aussi régulièrement. Des associations, j'en connais plein. Aujourd'hui, j'échange régulièrement avec ces personnes. Et toutes ces personnes sont inquiètes. Elles sont inquiètes. Ah oui, il y en a. J'ai eu des échos. Il y a, par exemple, je vais dire ce que m'a dit Daoud Tatou quand il a vu le texte de l'OA. Il a dit que c'était la mort du handicap en France. Par exemple, c'est un exemple de phrase que je peux vous dire. Et vous avez le président de l'UNAPI qui a fait un communiqué que j'ai pu t'envoyer et qui dit clairement que là, c'est même pas qu'on touche le fond, c'est que c'est devenu inadmissible. Et puis les associations qui gèrent les enfants comme mon fils Pierre, j'ai peur qu'elles soient impactées et qu'il risque d'y avoir des répercussions derrière concernant justement les prises en charge de nos enfants. Et ça me fait peur. Aujourd'hui, moi au Conseil national consultatif, j'ai des réunions, de plus en plus de réunions. J'ai de plus en plus de comptes rendus. On échange régulièrement entre nous au niveau des conseillers et on est tous d'accord. Il va y avoir une grosse répercussion et ça commence à faire peur. Alors il y a eu des progrès par rapport à il y a 10 ans. Pendant un moment, il y a eu des progrès, mais là, ce projet de loi fait que, pour moi, même le président de l'UNAPI a dit qu'on allait revenir en arrière. Donc c'est inquiétant. L'idée aujourd'hui, et pour moi, ce qu'il faudrait, c'est que toutes les associations se mettent d'accord et il y a déjà des courriers qui ont été faits au Premier ministre, M. Lecornu, qui ont été signés par des associations comme président de l'UNAPI ou d'autres, mais il faudrait que ce soit toutes les associations, tout handicap confondu, qui se mettent d'accord et puis qu'on dise il faut qu'on fasse quelque chose. On dirait qu'aujourd'hui, et moi je le dis encore aujourd'hui, la société actuelle, la société dans laquelle on vit, dit clairement que pour moi, le handicap, on l'ouvre, mais il commence à être ouvert à l'écoute du handicap, mais on n'est pas encore dans le progrès. Il y a une association dont je vais parler qui est Vivre et Travailler Autrement, qui a été créée par M. Jean-François Dufresne, ancien PDG de la société Andros, que j'avais eu la chance de rencontrer en 2019, qui lui, justement, son association est faite pour aider les entreprises à embaucher des personnes atteintes de handicap. Son association, elle marche. Son association permet justement d'ouvrir la porte à l'emploi en CDI à des personnes atteintes de handicap. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit développé dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs. Et ça, c'est ce qu'ils font. Et je peux leur dire que bravo, parce que moi, honnêtement, j'aimerais pouvoir faire ce genre de choses, mais c'est compliqué. Et pour moi, voilà, il y a les duodés qui sont bientôt au mois de pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Ça doit être, si je ne me trompe pas, dans 15 jours. Il y aura les duodés. Les duodés, en fait, c'est que pendant une journée, on va accueillir une personne atteinte de handicap dans notre entreprise et leur faire découvrir le métier qu'on fait. Je l'ai déjà fait pendant 2 années consécutives et honnêtement, ça apporte justement un regard pour les personnes handicapées qui aimeraient pouvoir travailler dans le monde de l'entreprise. On leur montre notre métier. Est-ce que ça va les intéresser par la suite? Est-ce que les entreprises après seront ouvertes pour essayer d'intégrer une personne atteinte de handicap dans leur entreprise? C'est l'idée. C'est l'idée. Aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir un élu de notre canton, M. Sébastien Martin, qui est devenu ministre délégué à l'industrie. Et je pense que s'il voit cette vidéo, je pense qu'il serait plus qu'avec grand plaisir vouloir essayer d'ouvrir justement l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour les entreprises et justement le problème du projet de loi de finances de la sécurité sociale, les entreprises qui embauchent apparemment des personnes handicapées dans ce texte seraient impactées. Alors donc si on vient aux mesures prévisibles mais pas encore votées, puisqu'on voit bien que le budget c'est compliqué, donc première chose, c'est le gel de l'AAH, donc de l'allocation aux adultes handicapés. Alors c'est combien à peu près ça? Je crois que c'est 1033 €. 1033 €. Donc c'est donné aux adultes handicapés pour leur permettre de vivre, oui. Même sans travailler. Normalement oui, après je ne sais pas, parce que moi j'ai pas d'adultes handicapés, j'ai qu'un enfant, mais pour moi oui, ça doit être, c'est ça. Et la chose c'est que si on gèle
par exemple, cette allocation. Avec le coût de la vie qui augmente, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est déjà ça. Parce que déjà, 1033 €, c'est déjà pas énorme. S'ils ont un logement, il y en a beaucoup qui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vivent encore chez papa-maman, il y en a des qui sont autonomes, mais avec ça, c'est pas énorme. L'idée, c'est quand même de les rendre autonomes. Hein. Oui. Moi, j'aimerais que mon fils il soit autonome, hein, je le dis clairement. J'aimerais qu'il puisse travailler, j'aimerais qu'il puisse avoir une vie comme moi, mais je sais que c'est impossible. C'est pour ça que là récemment, j'ai reçu un coup de fil d'une assistante sociale, il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a dit clairement il faudrait peut-être penser d'arrêter de travailler pour vous occuper de votre fils à plein temps. Moi, qu'on me dise ça, alors que j'essaye d'avoir une vie le plus correcte possible, j'ai ma maison, il me reste encore 10 ans de crédit, et le reste, si j'arrête de travailler, je ne sais pas comment je ferai pour vivre, que ce soit moi ou ma femme. Ça, on ne peut pas vivre sur un salaire, c'est impossible. Et ça, je crois que les gens ne comprennent pas, parce que j'ai pu te partager un article qui a été fait d'une famille de Côte d'Or qui a été obligée de vendre leur appartement pour pouvoir payer les soins de leur enfant atteint d'autisme comme le mien. Et j'ai vu les commentaires qui m'ont un peu choqué, qui disent, il y a des gens qui font oui, mais il y a la sécurité sociale qui prend en charge. Alors il faut savoir que sur des soins pour une personne autiste comme Pierre par exemple, il y a beaucoup de soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Et ça coûte une fortune des fois. Par exemple, vous avez la psychomotricité, l'ergothérapie. La maman, elle avait mis beaucoup de choses en place parce que son fils avait déjà eu du mal à avoir une prise en charge. Je peux vous dire honnêtement, quand vous voyez ça, quand vous lisez un article comme ça, moi j'étais pas choqué, mais enfin si, j'étais choqué parce qu'ils ont vendu leur maison pour pouvoir payer les soins de leur enfant. J'espère seulement qu'ils vont pouvoir s'en sortir, mais ça devient quand même gravissime d'en arriver à ce point-là. Et ça commence à faire peur. Et dans le projet de financement de la sécurité sociale, il y a une hausse des franchises. Oui. Donc ça veut dire que les parents, mais c'est prêt pour tout le monde, hein, mais les parents de personnes handicapées, d'enfants ou d'adultes, ils vont payer plus puisque les franchises vont augmenter. Les mutuelles, tout ça va tout augmenter. De toute façon, il n'y a pas que pour le handicap, hein, c'est tout le monde en général. Tout le monde va avoir une augmentation sur sa mutuelle ou sur autre chose, ou même là par exemple sur le texte de loi, il faut savoir qu'il parle de l'ALD, vous savez, la maladie longue durée, quoi, ce qu'ils appellent comme ça. Quand vous avez des soins concernant votre handicap ou votre maladie, c'est pris en charge par la sécurité sociale à 100%. Aujourd'hui, sur ce texte de loi, et en échangeant avec des élus, avec des députés, comme ils me disent, ça ne sera plus le cas. Ça veut dire que par exemple, on va diminuer le pourcentage de l'ALD, ce qui veut dire qu'il va y avoir un pourcentage où vous allez devoir payer les soins. Et si vous n'avez pas les moyens, vous faites comment? C'est ça le problème. Je donne un exemple, parce que je ne le souhaite pas, mais je donne un exemple d'une personne atteinte d'un cancer. C'est une maladie longue durée, normalement reconnue, je pense, en ALD. C'est un exemple que je donne, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est un exemple, imaginons que ça arrive, on baisse la prise en charge de 80% en ALD, il reste 20% à charge. Les soins, pour un cancer, ça coûte très cher. Comment on fait? Puis aussi la prime d'activité pour les adultes qui sont intégrés, comme tu l'as dit. Donc cette prime-là, elle va être aussi peut-être supprimée, réduite. Donc forcément, c'est aussi de l'argent de moins pour les personnes adultes. Donc on est parti de très loin, hein, la France par rapport au Québec, par exemple, au Canada. On a fait quelques progrès, puis là, on est en train... on est en train de régresser. C'est clairement de la régression. Je ne fais pas de politique. Je rencontre des politiques, j'en rencontre beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup, là, ces 2 dernières années. J'ai beaucoup échangé avec ces personnes-là, par rapport au handicap, par rapport aux formations, aux sensibilisations, tout ça. Concernant l'autisme, hein, parce que moi, je suis vraiment spécialisé. Je ne suis pas spécialisé, je suis un papa qui vit dans le monde de l'autisme depuis des années. Tout le monde me dit, mais vous devriez faire de la politique. Pourquoi je ferais de la politique? Quand je vois aujourd'hui, dans la situation qu'on est actuellement, ça fait des années que ça dure, moi je ferais de la politique, ça serait pour défendre le handicap complet, quoi. C'est-à-dire que moi, la politique, ça serait pour ça, mais je ne ferai jamais de politique, parce que je me suis déjà pris la tête avec un député qui représente mes circonscriptions. Je lui ai dit, et je leur dis haut et fort, du fait qu'il avait
aucune réalité du terrain, qui ne savait pas ce que c'était que le handicap. Et il m'a dit bah si, je lui ai fait bah non, parce que vous n'avez aucune réalité. Quand je lui ai posé des questions, qu'il m'a répondu, je lui ai dit bah vous êtes complètement à côté du texte. Donc je ne vais pas citer le nom, mais honnêtement aujourd'hui. C'est un nouveau député peut-être. C'est un député. Dans sa transcription. Et j'ai plus de relation depuis. Mais bizarrement, quand je fais des choses qui sont montrées dans les médias, Il est là. je reçois des félicitations. Voilà. Donc, ok, très bien. Mais c'est pour ça, moi, je fais les choses pour faire avancer, faire comprendre le handicap de mon fils et aussi réussir l'intégration des enfants, ados, adultes atteints d'autisme partout. Et voilà, quoi. Mais aujourd'hui, je ne veux plus de médiatisation par rapport à ça. Là, aujourd'hui, je suis là pour faire cette interview, pour parler justement de la crainte de ce qui va arriver derrière et de vous faire comprendre aujourd'hui qu'on n'est pas à l'abri de recevoir, d'avoir de grosses surprises. Alors, on va finir notre interview par les AES, c'est-à-dire les accompagnants d'élèves en situation... Les AESH. Les AESH de handicap. Donc, ces personnes qui sont... Parce qu'on essaye de plus en plus, je ne dis pas encore ici, on essaye de plus en plus d'inclure les personnes handicapées, les enfants handicapés dans l'école. Donc il faut bien que quelqu'un les accompagne, parce qu'ils ne sont pas autonomes. Donc eux, ils sont de moins en moins nombreux, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas formés, et donc ça pose problème. Et, je vais venir sur ce sujet-là parce que ça fait partie de ma commission. Oui, parce que tu es dans l'éducation, donc c'est un problème. C'est un bon problème. On a eu des chiffres qui sont tombés il y a un mois, même pas un mois, il y a un article qui est tombé, comme quoi la rentrée scolaire, il y avait 50 000 enfants qui étaient sans solution. Pas d'accompagnement pour la rentrée scolaire. Pas d'accompagnement. Donc pas d'école. Donc le souci, c'est que la réponse a été le fait qu'il y a eu un manque de recrutement, qu'ils ont du mal à recruter. Il faut savoir qu'une AESH gagne, je crois, un maximum 900 euros par mois. C'est pas énorme. C'est déjà très compliqué de vivre avec un salaire comme ça. Récemment, il y a des AESH dans le nord de la France qui se sont mis en grève justement par rapport à leur situation de travail, le salaire, le manque de formation aussi, comme elles disent. Moi, j'ai déjà proposé à plusieurs reprises de sensibiliser et former les AESH du département à l'accompagnement, la prise en charge d'un enfant atteint de handicap, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, le premier reportage qui avait été fait, c'était Chalon TV qui l'avait fait sur Pierre concernant l'école. Et pour intégrer mon fils à temps complet à l'école, pour qu'il fasse un temps complet, c'est-à-dire du lundi au vendredi qu'il aille à l'école tous les jours, j'ai été sensibilisé, j'ai été formé son AESH pendant toute une journée à l'école pour lui expliquer comment le faire travailler sans qu'il fasse de crise, sans qu'il perturbe la classe. Je l'ai fait, ça a marché, parce que ils m'ont écouté. Le jour où j'ai fait cette petite sensibilisation, cette petite formation auprès de l'AESH, la maîtresse de Pierre, et je me souviendrai toute ma vie de ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit c'est incroyable, il n'est pas comme d'habitude. Et je lui ai dit c'est quoi que vous appelez comme d'habitude? Elle m'a dit d'habitude il ne veut pas travailler, il fait des crises, il perturbe la classe. Là, j'ai montré la différence en leur expliquant comment faire. J'ai proposé à plusieurs reprises de le faire, j'avais déjà envoyé des demandes au rectorat, au rectorat d'académie, à l'inspection, qui m'ont tous dit que malheureusement, oui, s'ils étaient intéressés, mais qu'ils n'avaient pas le temps, qu'il fallait programmer tout ça. Donc je ne l'ai jamais fait. Et récemment, j'ai échangé avec M. Olivier Teinturier, le sous-préfet du département, qui est aussi le référent handicap du département. On en a rediscuté ensemble. Il m'a dit qu'il fallait qu'on le fasse, donc c'est prévu qu'on le fasse. Il faut qu'on regarde quand. Il faut que je programme tout ça. Moi, comme j'ai dit, toutes mes sensibilisations, et je le répète, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne touche à rien. Toutes mes sensibilisations, toutes les formations que je fais, c'est à titre bénévole. Je touche rien du tout. Je le fais vraiment à titre bénévole sur mon temps de repos. Je continue ce que je fais. Et je peux déjà vous annoncer, parce que si je fais aussi tout ça, c'est grâce à une personne qui m'a appris énormément de choses, avec qui j'ai travaillé. On a fait un PowerPoint ensemble que je présente en sensibilisation, c'est le Dr Jia Saravan. Je le répète, c'est plus qu'un ami pour moi, maintenant c'est devenu un grand frère de cœur. J'ai échangé avec lui hier au téléphone et il est toujours en activité.
Et je passe un petit coucou dans cette vidéo à tous les dom-toms, Réunion, Martinique, Guadeloupe, parce que nous, en France, c'est déjà compliqué. Là-bas, c'est encore pire. Au niveau autisme, au niveau handicap, c'est très compliqué dans les dom-toms. Il faut savoir que le docteur Saravan était en Guadeloupe la semaine dernière pour aller sensibiliser, former les infirmières, les parents, les proches aidants, via une association qui s'appelle Tous Solidarité Tous en Bleu. Et je leur fais un coucou. Et moi aujourd'hui, on va faire une sensibilisation en février avec le docteur Saravan. Dans le Chalonnais. Dans le Chalonnais, ou encore, je ne sais pas, je suis en train... Ou en Bresse. Ou en Bresse, parce qu'on on est en train de programmer tout ça tous les deux. Il faut juste qu'il me donne ses dates, parce qu'il faut savoir qu'il est toujours très demandé. Et moi, je continue à sensibiliser grâce à son travail, et je n'arrêterai pas. Il faut savoir que tout ce qui concerne mon fils aujourd'hui, bah, ça vous travaille dans la tête, parce qu'une assistante sociale qui ose vous dire au téléphone qu'est-ce que je vais faire de mon fils à 20 ans par exemple, ou il faut penser à arrêter de travailler pour vous occuper de votre fils à temps plein, bah, quand vous travaillez, bah, au niveau professionnel, bah, ça vous prend la tête, parce que vous vous dites bah, comment on va faire quand les jours arrivent, quand les années passent, et il faut qu'on trouve une solution. Oui, parce que Pierre est là actuellement, qui est 14 ans. Il est en institut, il va avoir 14 ans. Bah, Pierre a la chance. Il a 13 ans. Pierre a la chance d'être en institut. Ouais, mais pour avoir sa place en institut, attention, je me suis battu pendant 8 années. Et il n'y a pas beaucoup de place. Non, c'est très peu, et c'est ça le problème. Et je pense que là où il faudrait déjà que le gouvernement investisse, il faudrait qu'il prenne le système un peu comme en Belgique. Le gouvernement investit dans les institutions. C'est pour ça qu'il y a plus de place aussi en Belgique qu'en France. Parce qu'on donne de l'argent aux institutions pour qu'ils accueillent les enfants. En France, c'est les associations qui gèrent les institutions, qui ont des subventions grâce au dossier de prise en charge médicale auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Mais quand ils ont besoin de plus de budget pour essayer d'avoir plus de place, il faut qu'ils fassent des demandes de subventions. Et ça, c'est compliqué. C'est un micmac en fait. Le gouvernement aurait dû investir dans le handicap déjà il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'espère que dans les mois ou les années qui viennent, on ne va pas avoir de répercussions par rapport au projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est tout ce que je me souhaite. Les AESH, effectivement, pour moi, je pense qu'elles ne sont pas assez payées pour le travail qu'elles font, et je comprends tout à fait la grève que les AESH dans le Nord elles font, parce qu'elles se rendent compte que déjà, c'est pas facile de pouvoir gérer un enfant handicapé si on n'est déjà pas formé à minima. Et le salaire aussi n'est pas assez conséquent par rapport au travail qu'elles font. Là, par exemple, comme je vous ai donné le chiffre des 50 000 enfants sans solution pendant la rentrée scolaire, en Loire-Atlantique, c'est une catastrophe. Donc ces enfants-là, ils sont avec leurs parents, c'est tout. Ils sont avec leurs parents. C'est les parents qui doivent s'en occuper. Ils s'en occupent le temps qu'il y ait une AESH qui soit attitrée. Le temps qu'il n'y en a pas, malheureusement, vous allez emmener l'enfant à l'école, la maîtresse ou le maître ou le professeur va dire clairement je ne peux pas parce que ça va me prendre du temps, ça risque de perturber la classe, je ne suis pas formé à ça. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, ces 50 000 enfants qui n'ont pas eu de solution. Madame la ministre a été auditée il n'y a pas si longtemps que ça par le Sénat. Apparemment, les solutions auraient été trouvées pour ces 50 000 enfants, mais il y a une semaine, j'ai envoyé un article où ils disent qu'au final, il y a 44 000 gamins qui sont toujours sans solution. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc voilà, le manque de recrutement, le salaire qu'il faut augmenter aussi, les formations qu'il faut faire, il y a tout ça qu'il faudrait qu'il faudrait revoir pour que ces personnes puissent avoir aussi une formation à minima, et puis voilà, quoi. Mais voilà, moi je me suis battu pendant 8 ans pour que Pierre il ait une place aujourd'hui. Je continue toujours à me battre pour mon fils. Donc, Pierre, elle a une place jusqu'à 20 ans. Jusqu'à ses 20 ans. Et après. Je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'à ses 20 ans. C'est tout ce que je me souhaite. Moi, je ne suis pas là pour me mettre en conflit avec les associations ni quoi que ce soit. Je suis là pour les soutenir, je suis là pour les aider. J'ai des associations qui donnent mon numéro de téléphone à des familles parce qu'elles ne trouvent par exemple pas de médecin ou de dentiste ou quoi que ce soit pour pouvoir soigner leur enfant. Alors des coups de fil en ce moment j'en ai régulièrement. Parce que
on peut, que les gens comprennent que emmener un enfant autiste chez un dentiste, si le dentiste n'est pas formé, n'est pas spécialisé à ça, c'est compliqué, parce qu'il faut ouvrir la bouche, etc. Et l'enfant a peur, c'est déjà compliqué pour un enfant normal, et là c'est très dur. Il faut savoir que Pierre, il est suivi au service odontologique de l'hôpital de Dijon. Oui, il n'y a pas à Châlons de spécialistes. À Châlons, si, ça y est, ils ont ouvert un service de consultation blanche à l'hôpital de Châlons qui fonctionne. L'idée, c'est cette consultation blanche, en fait, c'est fait de pouvoir faire comprendre aux enfants, tu peux suivre un bilan médical, montrer aux familles comment ils peuvent faire. Ces consultations blanches, elles servent à ça. Ça a été monté par une association du département, ça fonctionne, et j'en suis très content, c'est ce qu'il faut faire, il faut développer justement ça, et je sais qu'ils continuent à le développer, c'est génial de ce point de vue-là. Moi, on m'a proposé de faire une consultation blanche avec Pierre, mais je vais vous dire, aujourd'hui, mon fils, il n'a pas besoin de consultation blanche pour aller voir un médecin, parce que je l'emmène chez n'importe quel médecin aujourd'hui, Pierre se laisse faire, il montre où il a mal, quand il change de comportement les 3 quarts du temps, il faut savoir d'où vient la douleur. Et moi, c'est mon ami le docteur Saravan qui m'a appris à faire la détection de la douleur chez un enfant. Oui, parce qu'il n'arrive pas à exprimer. Ça c'est pas. Pierre, avant, quand il se faisait mal au genou, il hurlait, on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, quand il se fait mal quelque part, il va tout de suite monter le pantalon pour vous montrer le genou. Les dents, c'est simple. Et je donne le conseil aux familles qui vont voir la vidéo. Si votre enfant il a mal aux dents, il commence à hurler, à changer de comportement. Vous allez vous demander pourquoi il change de comportement comme ça du jour au lendemain. Parce que j'ai des familles comme ça, j'en ai aidé quelques-unes, dont une à Torcy, à côté du Creusot, une maman m'a téléphoné, elle m'a dit j'ai mon fils, il a changé de comportement, il est en train de se mutiler, je ne sais pas quoi faire, mon médecin ne sait pas quoi faire, on m'a donné votre numéro. Je dis c'est très bien, mais moi je ne suis pas tout bip, j'aimerais bien avoir un diplôme de médecin, mais même le sous-préfet m'a dit il faudrait vous travailler dans le monde médical. Je fais ouais, j'ai pas de diplôme. Mais j'ai conseillé la maman, je lui ai dit où est-ce qu'il se mutile, elle m'a dit au niveau des joues, ici, il se grattait à 100. Je lui ai fait est-ce qu'il a déjà été voir un dentiste? Elle m'a dit non. Je fais il faut l'emmener voir un dentiste. Pour moi ça se trouve c'est qu'il a une carie dentaire ou quelque chose comme ça. Qui fait très mal. Et les enfants comme Pierre, expriment la douleur d'une façon différente. Soit ils vont changer de comportement, soit ils vont se mutiler, soit ils vont se mettre à taper les papas, les mamans, les personnes qui sont à côté d'eux, où ils vont taper contre un mur et tout ça. On a eu le cas, il y a 3-4 ans en arrière, de Valentin. Oui. Voilà. Qui a des jumeaux, des jumeaux qui sont à Sassenay. Et c'est ce cas-là, quand c'est arrivé que Valentin, il a tout cassé chez lui. Tout. Il a cassé la figure à sa famille, ses parents, appelé les pompiers. À son père, qui a dû prendre des cours de judo pour pouvoir le maîtriser. Parce qu'il a cassé la figure à ses parents et tout ça. Ils ont appelé les pompiers l'ont emmené à l'hôpital de Châlons. Et l'hôpital de Châlons, ils ont dit je ne peux rien faire, c'est une psychiatrie, il faut l'emmener à l'hôpital de Sevray. Ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là, 3-4 jours après, c'était un dimanche matin à 10h, je reçois un coup de fil d'une conseillère départementale qui est aussi élue du canton de là où était Valentin, qui m'a demandé comment on faisait pour sortir un jeune de 18 ans, il n'avait pas encore 18 ans, il devait les avoir, de psychiatrie. Et là, je leur ai dit, waouh, alors il faut que je me renseigne, et je rappellerai, il faut donner le numéro du papa. Le papa, entre-temps, s'est enchaîné à la grille de l'hôpital psychiatrique de Sevray pour aller voir son fils. Derrière, quand je lui ai expliqué comment il fallait faire, il a fait le nécessaire, il a réussi à faire sortir son fils au bout d'un certain temps. Et j'ai échangé avec le papa m'a remercié quand il a été interviewé par rapport au fait qu'il avait aidé à sortir son fils de l'hôpital psychiatrique. Malheureusement, Valentin, quand il est sorti, il n'était pas... Il était limité. Complètement mal, mais il faut dire que les psychotropes qu'on donne, des fois, ça peut provoquer certaines choses. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que je disais, le problème, c'est qu'on n'a pas cherché d'où venait la douleur. Et quand j'ai parlé avec son papa au téléphone, il m'a dit qu'il mangeait beaucoup de chocolat. Et le chocolat, qu'est-ce que ça provoque comme problème? Ça peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux, comme la constipation ou autre. À force de manger trop de chocolat, c'est vrai qu'on peut être constipé, on ne dirait pas comme ça, mais le chocolat, ça constipe. Et quand on a échangé avec Gia sur le cas de Valentin, il m'a dit effectivement ça pouvait être dû à ça. Mais au lieu de chercher d'où vient le problème, on a dit non, c'est psychiatrique. L'autre exemple, justement,
Donc je parlais de douleurs dentaires, c'est comme là, il y a des familles qui cherchent à tout va des dentistes quand ils ont des soucis. Moi, ça a été le cas de Pierre la première fois qu'il avait fait un abcès dentaire, qu'il avait changé de comportement. Je voulais prendre un rendez-vous. On a appelé, c'est ma femme qui a appelé plus d'une quarantaine, bon, tout le département, plus d'une quarantaine de dentistes qui nous ont tous dit non, non, parce que vous n'êtes pas client chez nous, j'ai pas de place, je suis pas formé. Faites quoi au gouvernement? Vous laissez le jeune homme souffrir, vous allez à l'hôpital. Si vous l'emmenez à l'hôpital, vous lui dites qu'il y a une douleur dentaire. Ils vont dire il faut aller voir un dentiste. Et le dentiste, si vous n'en trouvez pas, vous faites comment? À ce moment-là, on est appelé à l'hôpital de François Mitterrand à Dijon. Ils nous ont pris en urgence pour une première consultation. Et effectivement, il avait bien l'abcès dentaire. Le temps de le soigner, il a fallu le mettre sous antibiotiques. Donc, il fallait donner des médicaments à un petit bonhomme comme Pierre quand des fois il les accepte pas. Il faut savoir que Pierre, c'est que les médicaments et en pipette. Ou en sirop. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à lui donner parce qu'il a compris que les médicaments, c'est fait pour soigner. Donc voilà, aujourd'hui, moi, mon leitmotiv, c'est d'aider les familles comme je veux. Le regroupement médical existe. Si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à aller sur le site. Et là, si je fais l'interview d'aujourd'hui, c'est le moment pour vous parler de la crainte que j'ai. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais j'ai d'autres réunions qui arrivent. Là, j'ai une réunion tous les mois avec le Conseil national. Et moi, ce qui me fait peur, c'est j'espère que le projet de loi de finances, le texte, l'article concernant le handicap, ils vont le revoir. Parce que si ce n'est pas le cas et qu'il passe dans le cas actuel comme il est, j'ai peur pour la suite. Mais voilà. Le dernier message à passer, moi, c'est au niveau des assistantes sociales. J'ai rien contre vous, mais ne dites pas une phrase comme vous m'avez dit au téléphone, parce qu'il n'y a rien de tel pour faire peur. Il n'y a rien de tel pour faire peur à des familles, à dire pensez à arrêter de travailler pour vous occuper de votre enfant à temps plein. C'est des phrases qui ne se disent pas, ça. Il faut essayer de trouver les solutions avant de dire une phrase pareille, parce que honnêtement, moi je me battrai toujours pour mon fils et je lâcherai jamais, que ce soit mon travail, même si là c'est très compliqué, mais je lâcherai jamais mon fils, je lâcherai jamais ma famille et je continuerai toujours à aider aussi les familles comme je peux. Mais je lâcherai pas. C'est pour ça que ce message-là, j'espère qu'il sera entendu. Et je voudrais lancer ainsi un autre message. Faites attention à vous, pensez aussi à vous, parce qu'il faut savoir que psychologiquement parlant, ça peut vous prendre la tête. J'espère que les choses vont s'améliorer dans les années qui viennent, mais il faut qu'on se soutienne tous. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était donc la Pierre qui vient de nous dire bonjour avec son papa. Voilà. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde, dit. Au revoir à tout le monde. Voilà. Merci à vous et aidez les parents d'enfants handicapés et d'adultes handicapés parce que pour eux, c'est vraiment très très dur déjà d'avoir un enfant qui a ce problème-là et après de l'aider à essayer d'avoir une vie entre guillemets, normale et surtout une autonomie. Parce que le but de ses parents, c'est que leur enfant, quand il a 20 ans, soit autonome, travaille et un appartement puisse vivre. Merci à vous.